Au mois de novembre 1977, Concorde entamait sa longue carrière de vol transatlantique quotidien. Depuis, l'avion de transport supersonique franco-anglais a dû effectuer quelques 14 000 traversées si l'on additionne les vols réguliers d'Air France et ceux de British Airways. Une routine qui s'est poursuivie régulièrement, sans un seul accident, avec une flotte réduite d'une douzaine d'avions partagés entre les deux compagnies. Performance remarquable pour un avion qui a non seulement été très contesté, mais dû surmonter une quantité extraordinaire de difficultés dans tous les domaines. Voici votre café, monsieur. Car Concorde est un dur à cuire. Lancé il y a plus de 35 ans, le projet réussit finalement à triompher de tous les aléas et de tous ses détracteurs. Mais il fallut 14 années d'efforts opiniâtres avant que l'avion puisse véritablement entamer une carrière commerciale et 7 ans entre le moment où fut prise la décision de lancer le programme et le premier vol des prototypes. 7 années mouvementées à la mesure de l'ambition du projet et de la difficulté d'une coopération entre deux nations aussi proches géographiquement que différentes dans leur culture, la France et la Grande-Bretagne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un tel mariage au début des années 60 avait tout de la gageure. Chacun des deux pays dispose alors d'une industrie aéronautique puissante. Les Britanniques ont renforcé leur capacité de production pendant la guerre, tandis que les Français, ayant dû tout reconstruire, se sont lancés dans des projets audacieux. Et chacun tient à préserver son identité. Dès 1949, bénéficiant de leur avance dans le domaine des turboréacteurs, les Anglais ont été les premiers à faire voler un avion commercial à réaction, le de Havilland Comet. En 1955, les Français ont sorti la Caravelle, un moyen courrier biréacteur extrêmement novateur pour l'époque, qui inspirera toute une génération d'appareils américains et anglais. Mais la France a aussi dû emprunter à la technologie anglaise les moteurs qui propulsent la Caravelle. De même, toute la partie avant de celle-ci est celle du Comet. Les Anglais vendent leur technologie aux Français. Mais des deux côtés, il y a une volonté politique d'aboutir à un programme commun. Quand on parle du programme Concorde, on ne peut bien entendu pas exclure l'aspect politique. Il ne faut pas oublier que pour la France, à cette époque, il y a le général de Gaulle au pouvoir, et il y a, tant du côté français avec le général de Gaulle, mais du côté également britannique, une volonté de s'affirmer dans ce domaine. Ce serait une première mondiale. Finalement, le 29 novembre 1962, après des mois de négociations, la France et la Grande-Bretagne signent un accord de coopération pour la construction d'un avion de transport supersonique dont les spécifications ne sont même pas encore complètement établies. L'accord intergouvernemental franco-britannique de 1962 prévoit un partage des tâches 50-50 entre les deux nations. Donc il y a un comité directeur avec part égale donc de chaque côté qui prévoit tout ce qui concerne cet appareil. Il y aura en particulier 2 chaînes de montage, une en France à Toulouse, une en Grande-Bretagne à Filton. Il y a également un partage des coûts à 50-50. Mais chacun veut évidemment préserver ses intérêts. Et tout de suite, d'importantes divergences se font jour. On en était encore à l'époque de la Caravelle, et d'ailleurs, le premier nom qui a été donné par le président de l'époque, le président Georges Éreille, qui était un homme d'entreprise, tout à fait, bien qu'au départ, ça fut un syndic de faillite. C'est lui qui a quand même lancé la Caravelle, et qui a pensé à cet avion supersonique qu'il a appelé au début la Caravelle supersonique. Donc on était un peu timide encore, et on était tout seul. Alors on avait fait la Caravelle tout seul, pas pour les moteurs, mais se lancer dans un long courrier, ça impliquait à la fois des investissements et puis une nouvelle compétence qu'on n'avait pas. De sorte qu'il était logique de se lancer d'abord dans un avion plus petit. Et c'est le fait d'être ensemble et d'être convaincus par les Britanniques, qui eux étaient plus familiers des longs courriers, qui depuis longtemps avaient des longs courriers,
qui nous ont entraînés sur cette bonne voie, en somme. Le programme Concorde est basé sur deux demandes. Une demande française au départ d'un avion moyen courrier et une demande britannique sur un avion qui tire vers le long courrier. Si les objectifs sont différents, c'est en partie du côté français parce que l'on manque d'un moteur qui permettrait de fabriquer un appareil à long rayon d'action, alors que les Britanniques disposent déjà du Bristol Olympus qui, en augmentant sa poussée, permettrait de répondre à une telle demande. S'ils n'ont pas les moteurs, les Français disposent en revanche d'une légère avance dans le domaine de l'aérodynamique à Mach 2 avec leur bombardier Mirage 4. Il faudra 1 an pour qu'ils finissent par admettre le point de vue anglais. Mais les Britanniques font eux aussi une concession. Au début des années 60, la Grande-Bretagne demande à rentrer dans le marché commun. Et à travers ce programme franco-britannique, puisque la Grande-Bretagne a besoin du soutien de la France pour entrer dans le marché commun, elle essaye d'affirmer une solidarité. Et cela se traduit en particulier par la fixation du nom, parce qu'on ne sait pas exactement quel nom donner à cet appareil. Les Français proposent Concorde, il y a un E à la fin, les Anglais accepteraient bien Concorde, mais en anglais, il n'y a pas de E à la fin. Et puis finalement, les Anglais, fair play, acceptent que Concorde s'écrive également en anglais avec un E, et disent-ils avec un E comme Europe. Mais une force plus puissante encore va unir les deux pays, la concurrence. À la fin des années 50, les constructeurs aéronautiques américains, surtout Boeing et Douglas, dominent le marché des avions civils. Ils s'imposent à toutes les compagnies aériennes du monde, y compris françaises et britanniques. Il faut donc réagir, et c'est là la raison essentielle du lancement du programme Concorde. Le projet Concorde était organisé de telle sorte que le bureau d'études français était responsable des caractéristiques de vol et donc de la voilure, alors que de notre côté, nous étions chargés de la propulsion. Et la propulsion, ce n'est pas seulement le moteur. C'était aussi l'entrée d'air et la tuyère d'échappement, même si les tuyères elles-mêmes étaient construites par la SNECMA. Donc tout le système de propulsion relevait de la partie britannique. Et à bien des égards, c'était sans doute la partie la plus difficile de l'avion à mettre au point. Enfin, c'est vrai que cette coopération avec les Britanniques a été surtout fatigante, je dirais, parce que l'accord intergouvernemental, le traité intergouvernemental dans Sans Concorde, était fait autour d'un tapis vert, et en ne voyant pas la réalité industrielle et la manière dont ça allait fonctionner. Il n'y avait pas d'organe commun. Tout était doublé. Ces réunions que nous avions à différents niveaux duraient extrêmement longtemps et étaient souvent très frustrantes. Mais finalement, on a réussi à faire un avion qui marche. C'est vrai. Malgré les tergiversations, les divergences d'intérêts et les inévitables problèmes d'amour-propre, dont il faut tenir compte face à une opinion publique souvent rétive, les efforts finissent par se concrétiser. La coopération débouche, et enfin, le 2 mars 1969, André Turcat peut faire décoller le prototype 001 du Concorde à Toulouse. Un événement plus médiatique que technique, car tout a bien sûr été minutieusement préparé et le vol est sans surprise. D'autant plus que les équipes qui travaillent sur Concorde savent déjà que ce prototype si laborieusement construit devra être largement modifié. Attention, attention. Monsieur Turcat et son équipage se dirigent vers le Concorde pour monter dedans. La visibilité s'est améliorée, mais ce que nous craignons, c'est que le vent ne se lève. Artificial field 1 and 2 on. Okay. Electrical trim 1 and 2 on. VFC inverters blue and green on. Concorde, ici Blagnac Airport, autorisé décoller.
Puis vient le tour du prototype 002 construit en Angleterre. Il vole un mois plus tard, en avril 1969. D'une certaine façon, on peut dire que j'ai triché, parce qu'André Turca m'a laissé les commandes du 001 lors du 5e vol. Donc quand j'ai fait voler le 002 ici, j'avais déjà fait un vol en Concorde. Mais notre premier décollage de Bristol vers le centre d'essai de Fairford, où nous étions basés, a été un peu frustrant, parce que nous avions une panne récurrente du badin côté pilote. Nous avons fait un premier roulage et il fonctionnait. Nous avons donc continué et nous avons décollé pour la première fois. Et aux gens nombreux qui me demandent quel effet cela vous a-t-il fait, je réponds, eh bien pour être honnête, j'avais un peu la gorge sèche. Takeoff, climbing steeply, reheat still on, I can see. 2,000 feet he plans to cut reheat. Nous avons eu quelques petits problèmes lors du premier vol sur Fairford. D'abord, nous avons évité de peu une collision en vol avec un petit avion. Nous ne l'avons jamais vu, mais cela nous a été dit après coup. Ensuite, nos 2 radioaltimètres sont tombés en panne. Et sur le Concorde, quand on se pose, les yeux du pilote se trouvent à quelques 12 mètres au-dessus du sol. Nous avons donc été presque entièrement tributaires des indications du copilote durant toute la dernière partie de l'approche et lors de l'atterrissage. Mon premier atterrissage s'est donc fait quasiment en aveugle. Et on a touché environ une demi-seconde avant ce que j'avais prévu, ce qui, après tout, n'était pas si mal. Donc, Concorde vole. Mais pour en arriver là, il a fallu un immense travail de recherche, dans lequel les équipes françaises et anglaises ont investi et mis en commun tout leur savoir-faire. Car construire un supersonique civil efficace et fiable, capable de voler plusieurs heures à Mach 2, posait de redoutables problèmes techniques qu'il a bien fallu résoudre. L'appareil n'aurait jamais vu le jour si, au cours de la décennie précédente, l'industrie aéronautique n'avait pas défriché le terrain, parfois au prix d'énormes risques. Le risque, il faut dire que dans les essais, il y a eu dans les années 50, de 1950 à 1960, où on faisait beaucoup de recherches, ce qui était une très bonne chose et sur quoi on repose peut-être encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'accidents, parce qu'il sortait beaucoup de prototypes, qu'on n'avait pas les moyens de prévision, de calcul qu'on a aujourd'hui, de sorte qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Il a fallu que nous ayons des femmes en acier chromé pour croire que leur homme, à elle, il tiendrait le coup, que ce ne serait pas à lui que ça arriverait. Mais enfin, ça a été une période douloureuse aussi dans les essais. J'ai perdu beaucoup de camarades qui auraient pu être aussi efficaces que nous-mêmes dans les essais et avoir des bons résultats. Bien, c'est quand même comme ça que l'aéronautique française a redémarré. Et en prenant de bons choix, souvent, dans le domaine de la réaction, il y a eu des mauvais choix, puis il y a eu des bons choix. Et notamment le bon choix, ça a été celui de l'aile delta mince et très élancée. Vous voyez, les Anglais qui étaient partis avant nous là-dessus ont fait des ailes delta qui les ont amenés finalement à faire leur série de bombardiers subsoniques, les Vulcan en particulier, mais c'était des ailes épaisses et à 45 degrés de flèche vers l'arrière. Et dès le départ, en France, avec la pointe de l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aéronautique, on a fait le bon pari, je crois, qui était celui des ailes beaucoup plus minces. Et puis avec une flèche très prononcée. Alors c'est comme ça qu'a été faite
le Gerfaut, le Griffon pour nous, les Mirages chez Dassault, et ça a continué assez longtemps. Et puis le jour où il a fallu arriver à l'efficacité de l'avion de transport civil, alors à ce moment-là, on en est arrivé à dessiner des ailes beaucoup plus évoluées comme celle de Concorde, qui a à la fois dans sa forme en plan, qui est un peu Renaissance, enfin d'un gothique avancé, et puis sa forme aussi, sa cambrure, la forme des bouts d'ailes, tout ça qui est extrêmement étudié. Et si vous regardez le détail de la voilure, vous remarquerez comme la courbure change constamment sur toute la longueur de l'aile. C'est très sophistiqué. Nous avions un programme de préparation très précis. Nous devions voler sur toute une série d'avions, soit directement apparentés au concept du Concorde et de l'aile Delta, soit qui, en raison de leur vitesse élevée, semblaient constituer une bonne préparation au programme. Or, nous disposions ici du Fairey Delta, l'avion qui justement avait battu le record du monde de vitesse piloté par Peter Twiss. Il avait été modifié et muni d'ailes de Concorde miniatures et ne s'appelait plus FD2, mais BAC 221. Nous avons donc tous piloté cet avion pour nous préparer. Et puis nous avions aussi un petit appareil expérimental, le Handley Page 115, sur lequel nous avons aussi pu nous entraîner. De même, nous avons volé sur bombardier Vulcan et sur chasseur supersonique Lightning, ainsi que sur Hunter. Alors que du côté français, mais la réciprocité a joué dans les deux sens, nous avons également pu profiter du Mirage 3 à disposition et aussi du Mirage 4 affecté à l'équipe Concorde à Toulouse. Pour ma part, j'ai eu aussi la grande chance de pouvoir voler 10 heures sur un bombardier supersonique B-58 en Amérique, à la base d'Edwards. Une expérience des plus extraordinaires. Which proved a very exhilarating experience. Avec leur B-58 Hustler, les Américains ont en effet une expérience opérationnelle du vol à Mach 2, mais sur des durées réduites. L'avion ne peut croiser en permanence à cette vitesse, alors que pour Concorde, c'est une condition sine qua non. Il faut donc inventer. Il lui reste que le supersonique est fondamentalement différent du subsonique parce que, en somme, si l'on peut dire un peu trivialement, les molécules d'air ne sont pas prévenues de l'arrivée de l'avion. Donc tout l'écoulement de l'air autour de la voilure est changé. Alors du moment qu'il change, il n'y a pas de raison que le centre de portance reste au même endroit, puisque toute la répartition de l'air est... Alors il se trouve que ce centre de portance de la voilure, en supersonique, recule. Donc l'avion a tendance à piquer de ce fait-là. Il faut compenser ça. Si on le compense par le braquage de gouverne, ce braquage de gouverne implique une traînée aérodynamique inacceptable. Alors à l'occasion de Concorde et aussi profitant de la longueur de son fuselage, on en a profité pour transférer en vol du carburant au moment de passer du subsonique au supersonique. On transfère quelques tonnes de pétrole vers un réservoir tout à fait dans la queue. Pour y parvenir, on a construit dans l'usine de Filton une énorme installation afin de tester le transfert automatique de tonnes de kérosène vers l'arrière de l'avion. Le prototype était déjà à un stade très avancé de construction lorsque j'ai rejoint le programme à l'automne 1965. Et nous avons beaucoup travaillé avec André Turca et son équipe sur la planche de bord et sur tous les systèmes de l'avion,
ainsi que sur les caractéristiques de vol, qui étaient d'ailleurs de la responsabilité de l'aérospatiale. Nous avons donc travaillé intensément pendant plusieurs années avant la sortie des prototypes en 1969. Le Concorde étant par essence un avion pionnier, ses concepteurs ont considéré à juste titre que le pilote devait être largement assisté par toutes sortes de systèmes informatiques. On ne vole pas du jour au lendemain sur une machine comme ça. Il faut avoir travaillé dessus on a travaillé dessus pendant des années pour participer à tous les essais, les essais de systèmes au bureau d'études, au simulateur, parce que finalement, cet avion a été un des premiers aussi à avoir un simulateur complet qui nous permettait de voler avant le premier vol même. Et on essayait tous les systèmes dessus. Il y avait un véritable banc de commandes de vol qui était représentatif de celui-là et un cockpit qui était représentatif, pas celui-là, du prototype à ce moment-là. Alors on a tous passé des heures et des heures dans le simulateur. Concorde a été le premier avion civil avec des commandes électriques, c'est-à-dire où les ordres du pilote, à travers ces commandes, sont transformés électriquement dans des signaux qui sont envoyés à 50 mètres de là aux gouvernes de l'avion, ou plutôt aux moteurs hydrauliques qui entraînent les gouvernes de l'avion. Ces commandes de vol électriques, vu la technologie du moment, étaient encore analogiques, contrairement aux derniers, maintenant qui sont sur les derniers Airbus, par exemple, les calculateurs sont digitaux, numériques. Alors, effectivement, c'était une petite révolution quand même, parce que les gens n'avaient pas tellement confiance dans l'électronique. L'électronique, jusqu'ici, c'est plutôt un truc qui tombe en panne, qui est fragile, alors qu'on sait maintenant que c'est l'inverse. Vous avez un calculateur sur un moteur de voiture, moi j'en ai une, et ben on peut se taper, c'est jamais lui qui est en panne quasiment, c'est toujours autre chose. C'est plutôt la partie mécanique qui serait plutôt fragile, mais il faut bien avouer qu'il faut se remettre au moment où cet avion non seulement a volé, parce qu'il a volé en 69, mais pour voler en 69, il a fallu le concevoir au moins 5 ou 6 ans avant, ou 7 ans. En 62 ou 3, s'il fallait être un petit peu osé pour croire à ça. En dehors des caractéristiques aérodynamiques et des commandes de vol, la partie la plus importante du développement est le moteur, dont la mise au point va s'avérer particulièrement délicate. Je dois dire que la qualité de ces moteurs et leur méthode de régulation nous a beaucoup facilité les essais. C'est un excellent moteur. C'est dommage qu'il fasse du bruit au sol, c'est connu. Mais comme conduite du moteur, c'est le plus agréable des moteurs que j'ai eu l'occasion de conduire. Il est très bien régulé de façon purement électronique. Il n'y a pas de liaison de tringlerie entre les manettes du pilote et le moteur. Et puis, il fonctionne de façon efficace en supersonique. C'est un bon moteur dont la partie chaude, ce qu'on appelle le cœur du moteur, est britannique. Le système de propulsion du Concorde comporte le système d'entrée d'air, le moteur lui-même et le système d'échappement. Ce type d'avion est propulsé par ce qu'on appelle la poussée. Or, l'un des aspects intéressants d'un avion comme le Concorde, c'est qu'à basse vitesse, au décollage par exemple, pratiquement toute la poussée est fournie par le moteur, ce qui paraît logique. En revanche, lorsqu'on atteint les vitesses de croisière à haute altitude, le rendement des entrées d'air et des tuyères d'échappement dans une moindre mesure contribue de manière essentielle à la poussée totale. La tâche était rendue d'autant plus difficile par le fait que tous les turboréacteurs ont une marge entre le moment où ils fonctionnent correctement et celui où le flux d'air cesse de les alimenter correctement. C'est ce qu'on appelle le pompage. Et donc, pour obtenir des performances maximales,
ce qui était évidemment essentiel pour le Concorde, le régime de fonctionnement opérationnel du moteur devait se trouver aussi près que possible de la limite où se produit le pompage. L'autre problème est que l'air entrant dans le moteur doit arriver à vitesse subsonique, quelle que soit la vitesse de l'avion, car sinon le moteur ne peut y résister. On y parvient sur le Concorde grâce à ce que nous appelons des rampes, des sortes de larges surfaces planes situées dans l'entrée d'air et qui s'abaissent ou se relèvent selon un programme précis. Tout ceci se fait bien sûr automatiquement, grâce à des ordinateurs. Et il a fallu beaucoup de travail pour parvenir à obtenir une marge suffisante entre le régime moteur de croisière et le pompage. D'ailleurs, lors des premiers vols du prototype, nous avons eu quelques problèmes graves de pompage moteur. Il y a eu de nombreux réglages à faire. C'est une grosse entreprise. Les entrées d'air, c'était le point probablement le plus difficile à régler de l'avion, puisque n'admettent les turbomoteurs que de l'air ralenti, subsonique. C'est très heureux d'ailleurs, parce que quand on ralentit l'air, pour le principe de conservation d'énergie, il augmente en pression. On transforme au fond son énergie de mouvement, son énergie cinétique, en pression. Et cette pression, dans l'entrée d'air, on l'utilise astucieusement pour qu'elle serve à tirer l'avion. À telle enseigne que lorsqu'on est en croisière à Mach 2, près de la moitié de la traction du moteur est dans l'entrée d'air, avant la partie tournante. Alors, c'est pas pour autant qu'on pourrait supprimer le turbo-réacteur derrière, parce qu'il faut quelqu'un pour créer cette circulation d'air. Et puis après ça, il y a toute une partie arrière de tuyère qui est complexe, parce qu'elle doit s'adapter au régime du moteur, mais elle doit aussi recevoir une injection de pétrole supplémentaire pour le décollage et pour la partie transsonique, pour emporter temporairement un supplément de poussée, et puis fournir aussi ces demi-coquilles qui se referment pour le freinage à l'atterrissage, pour renvoyer le jet du réacteur vers l'avant. Et ça travaille tout ça à des températures très élevées. Et ça, c'est la partie dans laquelle la SNECMA en France a joué le rôle majeur. L'ensemble du système moteur est essayé dans une nacelle ressemblant à celle du Concorde, placée sous un bombardier Vulcan. Dernier problème à régler, nouveau mais de taille, celui de la chaleur. Alors on a parlé de mur de la chaleur, c'est un terme qu'on a oublié maintenant, parce que du fait de la vitesse, on est soumis à des températures et à des flux de chaleur de plus en plus élevés, mais il n'y a pas une transition. Dès que vous commencez à bouger un pied, vous faites sans le savoir un tout petit peu de température, donc, et ça augmente comme le carré de la vitesse. Les avions subsoniques ont déjà un échauffement par la vitesse, mais ils se promènent dans une atmosphère, dans une stratosphère qui est à moins 50, moins 60 de température, et leur vitesse les ramène vers zéro. Mais en volant 2 fois plus vite, plus de 2 fois plus vite, on a un échauffement qui n'est plus de ces 60 degrés, qui est de 180 ou 200 degrés. Alors ces 180 ou 200 degrés, d'abord on peut enlever les mêmes moins 60 de la température extérieure, et bien il reste à 120 degrés. En gros, on peut dire que la peau de l'avion est à 100 degrés. Les États-Unis ont déjà été confrontés à ce problème lors de la mise au point du bombardier supersonique North American XB-70, sorti en septembre 1964, capable de croiser à Mach 3 et que l'on voit ici lors de son premier vol. Les Américains avaient une expérience supersonique antérieure à la nôtre, bien entendu.
Et dès la fin de la guerre, ils ont eu en particulier 2 avions remarquables. L'un, c'était le Valkyrie, le B-70, qui était un avion hexamoteur, si je ne me trompe, magnifique, avec des tas de perfectionnements, des bouts d'ailes mobiles, etc., et qui pouvaient aller bien au-delà de Mach 2. À Mach 3, l'échauffement dû au frottement de l'air est tel que la dilatation du métal suivie de sa contraction fait littéralement peler la peinture blanche qui recouvre l'avion. C'est un problème, même s'il faut prévoir une certaine dilatation de l'avion. Il augmente d'une dizaine de centimètres en longueur, bien, puis un petit peu en largeur aussi. Mais surtout, l'intérieur est froid. Il doit rester froid parce qu'il y a le pétrole, d'une part. Et puis il y a les passagers. On ne peut pas transporter les passagers à 100 degrés. Donc, l'air qu'on prélève doit être sous pression, puisqu'il faut rétablir une pression presque normale. La cabine de Concorde est à 1500 mètres d'altitude. Donc on prend de l'air sous pression dans les compresseurs des moteurs, mais il sort à 500 degrés. Alors il faut le refroidir, et il y a toute une usine à gaz pour refroidir l'air qu'on délivre aux passagers. Une usine à gaz qui se fait en 3 étages, d'ailleurs. Y compris un étage où on échange de la chaleur avec le pétrole. On se sert du pétrole pour refroidir l'air qu'on va donner aux passagers. En 1968, le Concorde sort enfin des ateliers de montage. Les espoirs qu'il suscite sont énormes. Les options de commande sont légion et l'on exhibe fièrement les hôtesses supersoniques dans leurs uniformes des diverses compagnies intéressées. Sur le plan médiatique, l'avion supersonique européen est une véritable réussite. Finalement, après 7 années de gestation, Concorde est devenue une réalité, une réussite saluée par le monde entier. Et pourtant, le projet a bien failli capoter. En particulier, il y a eu un moment où les Anglais ont voulu remettre en question la réalisation du Concorde et ont proposé à la France d'abandonner purement et simplement le projet. Je ne cache pas que j'aurais été assez satisfait de cet abandon et j'ai proposé que le gouvernement français réponde aux Anglais que c'était sa responsabilité, mais que nous acceptions. Au contraire, la décision finale qui a été prise par le général de Gaulle a été d'exiger des Anglais qu'ils respectent leurs engagements. Quand au milieu des années 60, le gouvernement britannique a voulu annuler le programme Concorde, et devant l'opposition française, le gouvernement britannique a envisagé une autre solution, en particulier pour les besoins de la Royal Air Force, de transformer cet appareil en bombardier stratégique. Cette position britannique a fortement inquiété les soviétiques qui craignaient de voir se développer une force stratégique équipée d'un avion gros porteur stratégique Mach 2. Mais Concorde a la peau déjà largement tannée par des années de tiraillements franco-anglais et il survit à cette nouvelle crise. L'appareil satisfait entièrement à son cahier des charges, mais il va devoir subir des modifications pour pouvoir soutenir la très vive concurrence qui s'annonce et s'affirmer sur un marché mondial particulièrement disputé. Une des raisons pour lesquelles le programme a mis tant de temps à se concrétiser a été l'énorme quantité de changements effectués entre le prototype, qui était censé être un avion commercialement exploitable, et les appareils de série. Mais on s'était très vite rendu compte que tel que, le prototype n'était pas commercialement viable. Et les nombreux changements que nous avons effectués sur l'avion, entre autres l'allongement du fuselage de 6 mètres, des modifications aux extrémités des ailes, qui sont des surfaces très grandes, le changement du bord d'attaque, et ainsi de suite,
De même que le nez basculant, tous ces changements ont été en fait dus beaucoup plus aux études en soufflerie qu'aux essais en vol des prototypes. Et ils avaient déjà été déterminés bien avant que nous fassions le premier vol. Par contre, au stade de la production industrielle, on peut dire simplement pour résumer que nous étions chargés des parties avant et arrière et les Français de tout ce qui était au milieu. Mais derrière cette apparente simplicité, la fabrication industrielle du Concorde nécessite une organisation très complexe. Et pour chaque avion, un va-et-vient d'un site de production à l'autre. L'installation de 2 chaînes de montage scelle certes la coopération industrielle, mais n'est pas un exemple d'efficacité financière. Et puis, pendant ce temps-là, ailleurs aussi on s'active. Les autres concurrents potentiels étaient les soviétiques. Et il n'est pas étonnant qu'on se soit retrouvé sur bon nombre de solutions, sur la forme de la voilure, une certaine disposition des moteurs sous la voilure avec des entrées d'air variables. Mais à regarder de près, l'avion était quand même très différent, beaucoup plus taillé à coups de serpe. Dans le plan de la voilure, c'est assez remarquable. Et des problèmes de commande de vol sur lesquels le chef pilote de la maison Tupolev m'a longuement interrogé. Et puis ils avaient un moteur trop petit, enfin beaucoup de choses se sont liées pour amener finalement à l'échec du programme. C'était un avion très curieux, un mélange entre ce que j'appellerais un bombardier de la Deuxième Guerre mondiale et un avion de ligne moderne. Mais ce qui m'a surtout intrigué, c'est la différence entre le prototype que j'ai découvert à Hanovre et l'appareil de série que j'ai vu à Paris. Les changements qui avaient été faits entre le prototype et l'avion de série étaient très très importants. Si les soviétiques ont gagné d'extrême justesse le premier vol, il en sera différemment en ce qui concerne la mise en service. Comme on sait, rencontrera de graves problèmes de mise au point et il y aura même des accidents extrêmement graves avec le Tupolev, dont un s'écrasera lors du salon du Bourget. C'est le 3 juin 1973 que le Tupolev 144 s'écrase sur Goussainville, faisant 13 morts et 28 blessés. Le Tu-144 a effectivement volé le premier. D'ailleurs, nous avons rencontré 1 ou 2 fois les ingénieurs de chez Tupolev pendant la durée du programme de vol d'essai du Concorde. Et finalement, nous avons eu beaucoup de chance, car au salon du Bourget, lorsque le Tupolev s'est écrasé, l'équipage du Concorde avait été invité à monter sur le vol. Heureusement, le délai entre le vol du Tupolev et celui du Concorde était trop court, et il était impossible de voler dans le Tupolev et de se précipiter ensuite dans le Concorde pour le vol de démonstration. Après ce terrible accident, la carrière du Tupolev 144 est gravement compromise. Les Russes ont certes réussi à construire un avion supersonique civil, mais sa technologie est loin d'égaler celle du Concorde. En revanche, côté américain, on prépare un avion de transport supersonique, le SST, beaucoup plus gros et ambitieux que le Concorde. Alors cette connaissance approfondie du supersonique qu'avaient les Américains les a entraînés, bien sûr, à prévoir eux aussi un transport civil supersonique. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé le programme dit SST, Supersonic Transport, avec lequel nous nous trouvions en concurrence. Concurrence à laquelle les Américains n'ont pas cru longtemps. Et quand j'ai discuté avec le président de l'organisme américain, la FAA, la Federal Aviation Agency, m'a dit « Mais vous allez réellement faire un avion de transport supersonique ?» Il n'y croyait pas. Bien. Enfin, en tout cas, ils se sont lancés, et ils se sont lancés avec audace sur des programmes très audacieux et en concurrence entre plusieurs firmes. Et la firme qui a eu le plus d'audace, ça a été la firme Boeing. Parce qu'ils sont partis
sur un avion largement en titane, alors que la métallurgie du titane est difficile, pour pouvoir aller plus vite, au-delà de Mach 2, et dépasser les problèmes d'échauffement que nous signalions, et d'autre part, pour avoir un avion idéal à la fois en supersonique et en subsonique, sur cet avion à flèche variable. Et sur un avion de transport, avec tout ce qui doit passer, le pétrole, les commandes de vol, tout ce qu'on peut imaginer, c'était excessif et ils ont dû y renoncer. Si les Américains n'ont pas pu aller très loin dans leur projet d'avion de transport supersonique, c'est parce qu'ils ont été trop gourmands. Car par-delà toutes les critiques qu'on lui a faites au fil des années, techniquement, le Concorde a pleinement rempli son contrat. Et nous pensions d'ailleurs, tous, qu'on était allé aussi loin que possible compte tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'avion. Maintenant, en ce qui concerne le SST américain et la façon dont il a finalement évolué, à savoir le projet Boeing qui ressemblait plus à la proposition initiale de Lockheed, on peut dire qu'il ne valait pas un clou. C'était le plus gros avion jamais imaginé, il avait la longueur d'un terrain de football, presque 30 mètres de plus que le Concorde, il était énorme. Et bien que les Américains n'aient jamais voulu l'admettre, le vrai problème en fait, c'est qu'ils n'auraient jamais pu voler sans escale de Paris à New York. Pourtant, paradoxalement, l'échec du SST n'arrange en rien les affaires de Concorde. Il eût été bien mieux que les Américains, de voir les Américains continuer. Parce qu'ils auraient contribué à essuyer les plâtres, à éviter que des barrières ne se dressent contre le vol supersonique, et nous aurions profité de cela en même temps, de sorte que je suis convaincu que nous aurions fait davantage de Concorde si le programme concurrent américain avait subsisté. Mais c'est l'arrivée d'un nouvel avion, en même temps que le Concorde, qui va s'avérer la menace la plus grave. Il faut dire aussi que le Boeing 747 américain a fait son premier vol et que cette nouvelle génération d'appareils gros porteurs apparaît attrayante pour les compagnies aériennes à qui il permet de baisser les coûts de passagers kilomètres. Le Jumbo Jet va révolutionner les transports aériens en attaquant le marché en quelque sorte par l'autre bout. Fini les vols rapides pour quelques privilégiés, place au transport de masse à bon marché. Le succès du 747 est immédiat. Les compagnies aériennes se ruent littéralement sur cette machine à faire de l'argent et en quelques années, ils seront des milliers à sillonner les routes aériennes du monde. Il faut malgré tout essayer de vendre le Concorde et une série de tournées de démonstration est organisée. Pour ce qui est de la présentation du Concorde au monde, en quelque sorte, qui était absolument indispensable, elle nous a conduit à faire des choses relativement inhabituelles. C'est ainsi que les deux prototypes ont effectué de multiples tournées à l'étranger. Le 001 s'est rendu en Amérique du Sud et le 002 au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Par contre, il ne nous était pas possible d'aller montrer l'avion aux États-Unis en raison de leur attitude. Grâce à ces tournées, le Concorde acquiert une notoriété mondiale. Et ses prouesses laissent rêveur. Quand, par exemple, on est allé pour la première fois en Amérique du Sud avec le prototype, on est parti de Toulouse vers 5 h du matin et on a traversé la péninsule ibérique en subsonique, bien sûr. Quand on est arrivé à Gibraltar, on est passé en supersonique et le soleil qu'on avait vu se lever à l'est, donc sur notre gauche, sur le Maroc, il s'est recouché parce qu'on est allé plus vite que lui, et il s'est relevé après. Ce sont quand même des souvenirs assez extraordinaires, non? Même le président Pompidou se mobilise pour promouvoir l'avion lors de sa rencontre des Açores avec le président Nixon.
Pendant que de l'autre côté de la Manche, la famille royale d'Angleterre en fait autant. Mais il est déjà trop tard. La concurrence du 747, inattendue, a porté un coup terrible à Concorde. Et l'année 1973 va lui être fatale. Alors est arrivé là-dessus le choc pétrolier, qui n'était pas la cause d'origine, la baisse du transport de passagers dans le monde, des compagnies surendettées, particulièrement la Pan Am américaine, qui avait commandé des flottes importantes de Boeing 747, qui étaient financièrement à bout de souffle. Alors c'est vrai que nous avons souffert à la fois donc, de l'arrêt du programme américain et de l'état financier des compagnies américaines, etc., et qui ont décidé d'essayer d'arrêter le programme en annulant le même jour, toutes, le 31 janvier 1973, leurs options. Donc nous nous sommes trouvés seuls, et après une longue période de gestation, due aux difficultés techniques inhérentes et due au problème de la coopération. Donc nous avons mis longtemps, et trop longtemps, à développer cet avion. Pendant ce temps, les ennemis du supersonique se sont mobilisés. Ils ont réussi à faire interdire l'atterrissage de Concorde aux États-Unis. L'appareil est soi-disant trop bruyant. Il est bien évident que la mise en service de cet appareil, au moment où les Américains s'opposent à son atterrissage sur New York, oblige British Airways et Air France à mettre l'appareil en service sur des lignes moins importantes, qui donnent Londres-Bahreïn pour les Anglais et Paris-Rio avec une escale à Dakar pour les Français. Les Européens vont alors mener une bataille acharnée pour faire accepter leur supersonique par l'administration américaine. Et finalement, le 22 novembre 1977, après 4 ans de négociations ponctuées de multiples péripéties, ils peuvent enfin ouvrir officiellement les lignes Paris-New York et Londres-New York. Mais les adversaires du Concorde ne se recrutent pas seulement dans les rangs des écologistes ou de l'administration américaine. En Europe aussi, il a ses détracteurs, et non des moindres. J'ai toujours été assez réservé en ce qui concerne le programme Concorde, ce qui me mettait quelquefois en difficulté avec mes collègues du gouvernement et même le général de Gaulle qui tenait beaucoup à la réalisation de ce Concorde. Mais surtout, je pensais que la mise en service du Concorde se heurterait à de très graves difficultés, à la fois touchant à l'environnement, à cause des problèmes des vols supersoniques, des bangs supersoniques dont on parlait beaucoup à l'époque et qui se soulevaient de fortes oppositions, en particulier aux États-Unis. Les appareils vendus aux compagnies aériennes sont limités à 16 exemplaires. 8 pour les Anglais, 8 pour les Français. Et les derniers ont été acquis dans des conditions financières un peu anormales, puisque ça atteint le franc symbolique, hein, mais ce qui s'explique car il n'y avait pas aucun autre client pour Concorde et il fallait au moins que les compagnies nationales anglaises ou françaises en soient équipées. Ce qui fait que finalement Concorde est devenu l'avion emblématique de ces compagnies, leur a donné un prestige extraordinaire dans le monde, mais il est aussi victime de son coût et des délais de mise au point, des délais de livraison de l'appareil et surtout de la petite quantité fabriquée qui explique des coûts unitaires élevés. Il n'empêche, Concorde est maintenant en service régulier et il s'en sort une fois de plus plutôt bien. Les Américains qui n'en voulaient pas sont désormais les principaux clients d'une ligne prestigieuse sur laquelle le service se doit d'être toujours impeccable. Ce à quoi les équipes de maintenance veillent en permanence. Nous pouvons intervenir pratiquement immédiatement puisque tous les gars de mon équipe, par exemple, ont leur passeport dans leur vestiaire avec une petite brosse à dents, un sous-vêtement. Donc il suffit de les solliciter à l'instant T, ils sont prêts immédiatement.
à partir à peu près n'importe où autour du monde. Ainsi, Concorde a tout surmonté. Il a réussi, après une longue gestation, à devenir un exemple envié de technologie. Il a réussi à prouver que les Européens pouvaient faire des avions ultramodernes et il a surtout montré qu'il était fiable. Aujourd'hui, il faut même en remettre un en service, tellement il est demandé. On est dans la phase finale de la grande visite, puisque nous attaquons maintenant la phase d'essai qui va durer 3 semaines au sol. Ensuite, l'avion partira pour des vols d'essai, 2 vols d'essai, un vol subsonique et ensuite un vol supersonique. L'avion sera mis dans des configurations de sortie de fabrication. Si le Concorde n'est donc pas la réussite commerciale dont rêvaient ses créateurs, il n'en reste pas moins une prouesse technique qui, 35 ans après, reste toujours inégalée. Bien entendu, il ne faut pas retenir que les inconvénients. Concorde a également d'énormes avantages et a apporté une progression, une expérience technologique à la Grande-Bretagne et à la France extraordinaire. Et il n'est pas exagéré de dire que la réussite des programmes Airbus doit une grande partie de ce succès à la réussite du programme Concorde. L'expérience emmagasinée par les 2 nations européennes est absolument fondamentale. Vous savez, il a ouvert la voie à des tas de choses. Les commandes de vol électriques, les centrales anémométriques partout, mais il y a beaucoup de choses qui sont venues du Concorde. Il y avait d'énormes différences culturelles entre nos 2 pays quand nous avons commencé. Le Concorde a été le premier véritable programme civil important dans lequel nos 2 pays se sont lancés. Et d'une certaine façon, du fait de sa valeur de prestige considérable, nous n'étions pas vraiment prêts. Et je crois que beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui découle directement de l'expérience accumulée avec le Concorde, ce qui peut se traduire à certains égards par « la prochaine fois, on s'y prendra autrement ».